Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, on m'a demandé de parler de moins de nutrition. Alors, je ne parlerai pas de moins de nutrition parce que le boire, le manger, c'est quasi incontournable, mais évidemment de moins de calories, c'est essentiellement le sujet que je vais aborder. Donc, aucun conflit d'intérêt. Alors, la restriction des apports caloriques, c'est un sujet qui est de plus en plus traité. On le voit, le nombre de publications dans la littérature. Les premiers travaux ont débuté dans les années 30, vous voyez, c'était sur des rongeurs. Et ils ne portaient pas que sur la problématique de l'obésité. Mais la question, c'était est-ce que les apports caloriques quotidiens, quels sont les bons apports caloriques quotidiens? Est-ce qu'on mange trop quand on mange bien? C'était ça un peu les questions. Est-ce qu'on devrait manger moins? Bon. Donc il y a eu pas mal d'études chez les animaux, très très peu, voire pas chez l'homme. Et je ne peux pas résister au plaisir de vous montrer cette étude chez le macaque. C'est une étude qui a été publiée dans Science. Ils ont suivi 76 macaques, un groupe qui était en apport libre, ils mangeaient ce qu'ils voulaient en fonction de leur faim, et un autre à qui on contrôlait les apports et ils avaient 30% de calories, ils recevaient 30% de calories en moins, et ils ont été suivis pendant une trentaine d'années. Donc les voilà. Alors je vais vous donner la solution. Ceux de gauche, ce n'est pas ceux qui ont le moins mangé, c'est ceux qui ont le plus mangé. Donc c'est des singes vieillards, vous voyez, ils sont moches, ils n'ont pas un beau poil, ils ont la tête un peu triste. Et les plus beaux, ceux de droite, c'est ceux qui ont le moins mangé. Et quand on regarde les effets, ils ont regardé d'autres effets de la nutrition, eh bien il y avait aussi une meilleure préservation de la substance grise chez les singes qui mangeaient moins. Et puis, ces singes faisaient moins de maladies attribuées au vieillissement, c'est-à-dire ils étaient moins diabétiques, ils faisaient moins de cancers, ils faisaient moins de pathologies cardiovasculaires. Et il y avait un effet sur la mortalité liée aux pathologies liées au vieillissement, qui était diminué, pas sur la mortalité globale, parce qu'il leur arrive d'autres trucs, quand ils sont bien portants, ils se battent. Bref, il y avait des accidents et in fine, la mortalité n'était pas différente. Alors dans cette revue extrêmement intéressante, il s'était amusé à regarder si Einstein avait mangé moins depuis sa jeunesse, il aurait gagné 4 ans et demi, quasiment 5 ans d'espérance de vie, et donc qu'est-ce que l'humanité aurait gagné? S'il avait décidé de faire un régime, comme on fait souvent à partir de la cinquantaine, beaucoup plus tard, il aurait gagné que 2 ans d'espérance de vie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'impact calorique, l'impact d'un régime, d'une restriction calorique, donc on peut avoir un impact physique, et ça, il a été mesuré, c'est clair. Les gens ont un meilleur, les patients qui ont une restriction calorique ont un meilleur fonctionnement physique, mais c'est incriminé dans le fonctionnement intellectuel. Est-ce que moins de calories, est-ce qu'on mange moins, il y a moins de plaisir, etc. Est-ce qu'on n'est pas plus dépressif? Eh bien, en fait, on a observé l'inverse. Donc, bien sûr, une amélioration des troubles du comportement alimentaire éventuel, mais finalement aussi moins de syndrome dépressif. Alors, nous, on s'adresse à des malades, et en particulier à des malades de réanimation, et on sait tous, dès qu'on a la moindre maladie, la moindre grippe, on a très souvent une anorexie. L'anorexie, c'est un phénomène physiologique. Là, c'était une revue sur l'anorexie lors des épisodes infectieux, et elle fait partie des troubles du comportement. On est fatigué, on dort un peu plus, on est moins actif, et on mange moins. Elle a été relativement étudiée, et ce que l'on pense actuellement, c'est que l'anorexie observée lors des maladies aiguës, ce n'est pas un phénomène anormal, mais c'est une exacerbation des voies physiologiques de la satiété. Alors ça ne veut pas dire que l'anorexie n'est pas un problème quand elle est intense et qu'il faut peut-être lutter contre et essayer de nourrir les malades, mais globalement quand même, attention, c'est un phénomène physiologique qu'il faut peut-être savoir respecter. Alors, quel est le contexte de la réanimation? Donc là, en réanimation, et en particulier en nutrition, on a la chance d'avoir des recommandations depuis assez longtemps, et des recommandations, vous voyez, qui disent avec force, ça c'était il y a plus de 10 ans, il faut donner aux malades 25 à 35 kilocalories par kilo et par jour.
Elle disait aussi qu'il fallait calculer les apports en fonction de la dépense énergétique, soit estimée, soit mesurée, soit calculée. Donc c'était assez vague, mais à cette époque-là, on disait, on n'excluait pas encore complètement, on disait que ça devait être exceptionnel de dépasser 35 kilocalories à la phase aiguë. Il disait de l'éviter, mais il ne l'excluait pas complètement. Qu'en est-il 10 ans plus tard dans les recommandations françaises? Eh bien, le niveau des apports a baissé. On est maintenant à 20-25, donc on a baissé de 5 points dans la branche basse, on a baissé de 10 points dans la branche haute, et il est de 25-30 à la phase dite de stabilisation, quand on a passé la phase aiguë, ce qui est très, très difficile à définir. Alors, que disent les recommandations européennes, enfin internationales, européennes et américaines? Alors, ce qui est intéressant dans les recommandations, c'est la formulation des recommandations européennes qui dit qu'il faut probablement éviter d'aller au-delà de 20-25. C'est-à-dire que déjà, il y a une méfiance qui s'instaure. Et puis, dans les recommandations américaines, on est en apparence moins méfiant, on est à 25-30, mais vous voyez en dessous, il mentionne qu'il faut faire des efforts pour donner au moins 50-65. C'est curieux de donner un niveau et de dire il faut à tout prix atteindre ce niveau. Ils ne le disent pas. Ils disent déjà 50-65, ce sera bien. Et vous voyez, 50-65, ça fait la moitié de 30, environ 15 kilocalories par kilo et par jour. On est loin des 25-30 de la recommandation. Alors quel est le contexte? Il y a eu beaucoup d'études en réanimation et des études qui sont très régulièrement citées. Celle-ci est probablement la plus citée. C'était sur un effectif de 55 patients et elle avait montré une relation entre un apport hypocalorique qui restera à définir, je vais en parler, et la survenue de complications, une durée de séjour allongée, la durée de l'antibiothérapie et la durée de ventilation mécanique. Ça, c'est d'autres études publiées par Christophe Fézy qui ont montré qu'un déficit calorique serait associé à un risque accru d'infection à staphylocoque, que ce soit des pneumopathies nosocomiales ou des bactériémies. Et puis, ça, c'est une étude qui ne porte pas sur la réanimation, mais sur des patients hospitalisés, une très grosse cohorte, 16 455 patients, un jour venu. Et là, on s'est intéressé à corriger le déficit, à mieux les nourrir. Les patients âgés qui ne mangent pas suffisamment, on les incitait à manger, etc. Et ce qu'on a observé, c'est que quand on augmente les apports, eh bien, on réduit la mortalité hospitalière. Et puis ici, c'est une étude de réanimation qui est aussi conduite en réanimation, qui est aussi régulièrement citée, qui a fait un lien entre alimentation, apport hypocalorique et puis surmortalité. Bon, la réserve de cette étude et de quasiment toutes ces études sur la nutrition en réanimation, c'est que très souvent, elles sont parfois prospectives, mais souvent rétrospectives. Les populations ne sont pas très très bien ciblées, c'est des observatoires, il n'y a pas du tout de randomisation, et établir un lien de causalité entre les phénomènes qu'on observe est assez difficile. Alors ici, c'est une étude qui a été publiée très récemment dans Critical Care et où là aussi ils ont sur une étude prospective, ils ont évalué l'impact de l'apport calorique et protidique sur le devenir des malades. Alors, vous voyez que le niveau d'apport prescrit était d'environ 1758 calories, soit 24 kilocalories par kilo et par jour. Donc ça, c'était le niveau d'apport prescrit. Et en fait, les apports reçus, c'était 1057 kilocalories par kilo et par jour. Ce que vous voyez est nettement plus bas, puisqu'on est à 14,5 kilocalories par kilo et par jour, soit environ 60% de ce qu'on avait prévu d'administrer aux malades.
Eh bien, ce qu'ils observent dans cette étude, dans un contexte d'apport calorique relativement bas, mais qui est la vraie vie de réanimation, eh bien, c'est que quand chez les patients qui reçoivent un apport calorique supérieur, pour 1000 calories augmentées, il y a une diminution, 1000 calories supplémentaires apportées, il y a une amélioration du pronostic vital. Pareil, c'est un effet observé. Est-ce qu'il y a un lien de causalité? On ne peut absolument pas le dire avec ces études. Alors maintenant, la question de l'excès calorique. La terminologie a ensuite basculé sur l'excès calorique, en sachant que, vous allez voir, la définition de l'excès calorique, elle est sujette à caution. Alors ça, c'est une étude qui a encore étudié l'apport calorique, où on voit que l'apport calorique moyen, c'est la courbe verte. Il est largement inférieur à l'apport recommandé, qui est la barre horizontale. C'est aussi une étude prospective observationnelle, un effectif assez réduit, 187 patients, et leur valeur de référence était 25 kilocalories par kilo et par jour, conformément aux recommandations de la CCP. Donc, ils ont distingué 3 terciles, 0 à 32% d'apport par rapport à cette valeur de référence, 33 à 65% d'apport par rapport à cette valeur de référence, et plus de 66% par rapport à cette valeur de référence. Eh bien, le résultat qu'ils ont observé, c'est que des apports supérieurs à 18 kilocalories par kilo et par jour, et pas par minute, excusez-moi, étaient associés à un risque accru de mortalité et de morbidité. Et que cet effet était, contrairement à ce qu'on pouvait s'attendre, encore plus important chez les patients les plus graves. Alors ensuite, d'autres études se sont posé la question, ok, il semble que les niveaux recommandés, voire l'overfeeding soit délétère, essayons délibérément de ne pas atteindre les objectifs. Donc là, c'est une étude sur 240 patients randomisés qui comparait, les patients étaient randomisés en 2 groupes, donc un groupe d'underfeeding permissif ou de sous-alimentation permissive, où les patients recevaient 60 à 70% des objectifs caloriques théoriques, et un autre groupe où ils devaient recevoir 90 à 100% des objectifs caloriques. Alors dans le groupe permissif, les apports théoriques étaient de 1833, c'est ce qu'ils auraient dû recevoir, et ils ont reçu 1066, c'est-à-dire 59% des apports. Et dans le groupe optimal, vous voyez qu'ils n'ont pas réussi à atteindre leur objectif. Là aussi, c'est la vraie vie. De 1767, ils n'ont reçu en fait que 1252. Ce qui fait que l'écart entre les 2 groupes est pas très très important. C'est peut-être ça qui explique, c'est peut-être une des raisons, il y en a d'autres, qui explique que l'étude est négative pour le critère de jugement principal qui était la mortalité à J28. Elle est positive pour un critère secondaire qui était la mortalité hospitalière, donc peut-être qu'il y a un effet. Enfin, il y a des résultats indirects d'études qui portent sur les efforts que peuvent faire les équipes, qu'on peut faire nous, pour améliorer la délivrance de la nutrition, l'administration de la nutrition à nos patients en s'aidant de protocoles. Donc ça, c'est une étude celle-ci, c'est une étude qui a été conduite en Suisse. C'est une étude qui étudie 3 périodes consécutives, qui a inclus 572 patients ayant séjourné plus de 72 heures en réanimation. Et ce qu'on observe, c'est que 3 périodes. Donc la première période, il n'y a pas de protocole, il n'y a pas de diététicien. La deuxième période, il y a un protocole. Et la troisième période, il y a un protocole et un diététicien. Ce qu'on observe, c'est une augmentation du recours à la nutrition entérale, une augmentation du recours à la parentérale de complément et une réduction, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, du déficit énergétique. Par contre, ce n'était pas l'objet de l'étude, mais il n'y a aucun impact sur la mortalité, qui est même curieusement augmentée à la période C. Bon, on ne peut pas en tirer d'autres conclusions supplémentaires. Ça, c'est une étude publiée dans le JAMA en 2008, où là aussi, une étude en cluster, mise en place d'un protocole dans certains services, pas de protocole dans les autres. Ce qu'on montre, c'est que tous ceux les services qui ont mis en place le protocole administrent mieux la nutrition, plus de calories, etc. à leurs patients, mais aucun effet sur le devenir des patients, et c'était l'objectif principal de l'étude.
Ici, une autre étude, mise en place du PEP-UP protocole, publié par l'étude de Eland, où là aussi, il montre que quand on met en place ce protocole, on peut augmenter la quantité de protéines et de calories délivrées aux malades. Vous voyez que l'augmentation est très peu importante. C'est peut-être ça qui explique en partie, parce qu'il y a d'autres problèmes méthodologiques, mais bon, qui peut contribuer à l'absence d'impact sur le devenir des patients. Mais encore une fois, la mise en place d'un protocole, l'amélioration de la nutrition, n'a pas d'impact sur le devenir des patients. Là, c'est un résultat de l'étude NutriRea 1 qu'on a publiée en 2003. C'était une étude qui n'avait rien à voir. C'était une étude, pour ceux qui la connaissent, sur le volume gastrique résiduel et impact de l'absence de mesure du volume gastrique résiduel. Un des impacts, c'était que les patients recevaient plus de nutrition. Ceux chez lesquels on ne mesurait pas le volume gastrique résiduel recevaient plus de nutrition que ceux chez qui on le mesurait. Et vous voyez que là, on atteignait certains jours, à la phase initiale, presque 80% de l'objectif, alors que pour l'autre, on était plutôt à 60-65%. Eh bien, dans cette étude, il n'y avait aucun impact visible, en tout cas, sur tous les autres critères d'outcome, et en particulier la mortalité. Et puis, vous connaissez bien sûr l'étude EPANIC, publiée en 2011, où là, l'objectif était d'évaluer l'intérêt d'une nutrition parentérale précoce de complément par rapport à une nutrition parentérale de complément tardive, où on voit qu'il y a une nette différence d'apport, la souris elle est là, entre les deux groupes. Mais vous voyez, un des reproches qui est fait à cette étude, c'est qu'on est monté dans le groupe parentéral à un apport calorique qui frisait, voire dépassait par certains jours les 30 kcal par kilo et par jour. Et il y a eu un résultat inattendu par rapport à ce qui était attendu de cette étude, c'est-à-dire que finalement, c'est en attribuant, dans le groupe nutrition parentérale de compléments précoces, il y avait une réduction de séjour et du taux d'infection avec la nutrition parentérale tardive. Mais gardez bien en mémoire que le niveau calorique était très élevé dans le groupe ou avec la nutrition parentérale de compléments précoces. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait une analyse post-hoc qui a été publiée dans la revue Bleue et qui a montré que la probabilité de sortie précoce de réanimation diminuait avec la dose de calories administrées. Donc là, je vous ai montré les résultats des calories administrées à J3, mais c'est vrai aussi à J5 et à J7. Vous connaissez aussi très certainement tous cette étude, l'étude suisse, qui a été publiée quasiment dans la même période, où la méthodologie était très différente, beaucoup moins de patients, des patients beaucoup plus sélectionnés, et puis avec un objectif calorique qui était fixé à 25 kilocalories par kilo et par jour, et l'administration après randomisation d'une nutrition parentérale à partir de J3, dont le taux de complément, dont le niveau était évalué avec une calorimétrie indirecte. Et là, le résultat de cette étude, pas de différence sur la mortalité, mais une réduction du risque infectieux nosocomial chez les patients qui ont, eux, là, reçu une nutrition parentérale de complément précoce, mais à un niveau ajusté par calorimétrie indirecte. L'étude TICACO, c'est 160 patients randomisés dans deux groupes. Un groupe traité selon les recommandations, 25 kilocalories par kilo et par jour, et l'autre où les calories sont administrées selon des mesures quotidiennes de calorimétrie indirecte. La calorimétrie indirecte induit une augmentation des apports caloriques. Vous voyez, c'était à peu près 2000, alors que c'était à peu près 1500 dans le groupe contrôle. Eh bien, les résultats de cette étude, c'est qu'il y a une tendance, mais seulement une tendance, à la baisse de la mortalité hospitalière. Par contre, dans le groupe qui recevait plus de calories, dans le groupe calorimétrie indirecte, il y avait une augmentation significative des durées de séjour en réanimation et à l'hôpital, et du taux des infections nosocomiales. Là aussi, des résultats assez contradictoires et pas très attendus. L'étude publiée dans le JAMA
là aussi par Deuil, étude randomisée, où on randomise l'administration de nutrition parentérale à des patients qui ont une contre-indication relative à la nutrition entérale. Donc soit on leur donne rien, on fait ce qu'on peut, traitement standard, soit on leur donne de la parentérale systématique. Une particularité dans cette étude, il y avait beaucoup de patients évidemment avec des pathologies digestives et tous les patients n'étaient pas ventilés. 80% environ des patients. Eh bien, dans le groupe parentéral, ce qu'on voit, c'est que les patients reçoivent 1500 calories, nettement plus que dans le groupe traitement standard, mais il n'y a aucune différence entre les deux groupes, quels que soient les critères utilisés, mortalité et autres. Et enfin, l'étude Eden, elle a posé directement la question. La question, c'est est-ce qu'un apport hypocalorique clairement permissif, c'est-à-dire 400 à 500 kilocalories par kilo et par jour, administré pendant 6 jours à des patients ventilés depuis moins de 72 heures et admis pour une pathologie respiratoire aiguë, acute lung injury, avec un rapport PO2 sur FiO2 inférieur à 300 par rapport à des patients comparés à des patients du même type, mais qui reçoivent une nutrition standard avec un objectif de 20 à 25 kilocalories par kilo et par jour. Vous connaissez les résultats de cette étude, vous en connaissez probablement les critiques. Les résultats, c'est qu'il n'y a aucune différence entre les deux groupes. Les critiques, c'est que c'était des patients qui étaient relativement jeunes, pas très jeunes, mais plus jeunes que la moyenne des patients qu'on admet en réanimation. Ils avaient une cinquantaine d'années. Excusez-moi. La deuxième critique, c'est qu'ils avaient utilisé un protocole de gestion de l'alimentation entérale extrêmement sophistiqué ou compliqué, en particulier qui comportait des mesures répétées du résidu gastrique qui pouvaient comporter une sous-alimentation. Alors qu'il y avait une claire différence dans les apports caloriques entre les deux groupes. Quand ils ont fait les suivis des patients de cette étude, eh bien, ils ont montré qu'il n'y avait aucune différence sur les capacités physiques et les capacités cognitives à 1 an dans les deux groupes de patients. Alors une grosse réserve, et j'ai pas mal esquissé le problème de toutes ces études, c'est les niveaux caloriques. En fait, on compare dans beaucoup de ces études très peu de calories à vraiment pas beaucoup de calories. C'est-à-dire qu'on compare très rarement le niveau des recommandations à un niveau réellement permissif. Et ça, c'est un problème de ces études. C'est que finalement, probablement, et puis le niveau bas aussi, on le connaît. Alors probablement que c'est une courbe en U qui est observée comme dans la vraie vie, c'est-à-dire dans la vie de tous les jours, quand on n'est pas malade, manger trop, c'est probablement pas bien. Avoir une sous-nutrition qualitative et quantitative, c'est probablement pas bien. C'est probablement vrai aussi pour les malades de réanimation. Sur le niveau intermédiaire, il ne faut pas perdre de vue les études sur la nutrition précoce, et en particulier la nutrition entérale précoce, qui disent quasiment toutes, même s'il y a des problèmes méthodologiques, mais qu'il y a un bénéfice à nourrir très précocement les malades. C'est-à-dire, quand on dit on descend, c'est sûrement pas descendre à zéro. Ça, c'est la méta-analyse publiée par Deuil dans Intensive Care Medicine en 2009, qui montrait clairement qu'il y avait une réduction de mortalité, une réduction du risque infectieux avec la nutrition entérale précoce. Donc on dit sûrement pas zéro, il faut commencer à nourrir les malades, mais à quel niveau, on ne sait pas trop. Et puis, en effet, ça c'est un effet qui a été observé, quand on descend trop bas, là c'était moins de 25% des apports, eh bien il y avait un risque augmenté d'infection, de bactériémie nosocomiale. Et ça, c'est une étude qu'on a soumise avec le groupe Outcome Rea, où on a comparé nutrition précoce, quelle que soit la voie, d'abord à nutrition retardée, au-delà de 48 heures. Et bien, avec la nutrition précoce, il y a une réduction de la mortalité à J28. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle porte surtout sur la mortalité. L'effet porte surtout sur la mortalité précoce et bien moins sur la mortalité au-delà de 7 jours. Et ceci malgré un risque accru de pneumopathie nosocomiale précoce, mais pas au-delà. Alors après, qu'est-ce qu'on devra faire? Je vais terminer rapidement, messieurs les modérateurs.
qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, est-ce qu'il faudra mieux cibler bon, d'abord, il faudra sûrement faire des études pour répondre à toutes ces questions, et puis il faudra mieux cibler les apports. Donc là, c'est une étude où ils ont élaboré un score, le Nutrix Score, qui semble indiquer un effet bénéfique quand on suit un tel score pour délivrer la nutrition aux patients. Là aussi, les BMI extrêmes, les plus bas, les plus hauts, il semble que, ça c'est une étude prospective observationnelle, dont le résultat montre qu'il y a une association d'une augmentation des apports caloriques quotidiens avec une baisse de mortalité à J60 et une augmentation du nombre de jours sans ventilation mécanique chez les patients qui ont un BMI bas et chez les patients qui ont un BMI élevé. Chez les patients entre 25 et 35, il n'y a pas d'effet. Et puis enfin, il y a d'autres questions. La réanimation a beaucoup évolué, et en particulier à l'ère de la mobilisation précoce. Il faudra prendre ça en compte aussi. Alors il ne semble pas, ça c'est ce que cette étude montre, que la kinésithérapie standard, une petite kinésithérapie passive et une kinésithérapie active nécessite d'augmenter les apports, mais quid de ces malades qu'on fait maintenant marcher dans nos services alors qu'ils sont toujours ventilés et pour accélérer encore la réhabilitation et le sevrage. Quid enfin, je ne vais pas aborder le sujet, des apports protéiques, qui sont une autre question, mais qui est très très liée aux apports caloriques. En résumé, les apports caloriques doivent probablement être limités en réanimation à la phase aiguë, mais le jeûne, c'est en particulier à la phase initiale, est probablement péjoratif, il ne faut certainement pas le perdre de vue. Pour le moment, il n'y a aucune borne haute et aucune borne basse connue. Il y a peut-être des spécificités, en particulier chez les patients, les BMI extrêmes et des adaptations nécessaires. Il faudra tenir compte des apports protéiques. Intérêt d'associer dans toutes ces études la réhabilitation précoce, car je pense que c'est clairement lié. Il ne faut pas oublier que la nutrition sert à préserver et à réhabiliter nos masses musculaires, entre autres. Et il y a donc une nécessité impérieuse, on l'a vu, d'études de bon niveau centrées sur ce sujet. Je vous remercie.